Et je vous serais très reconnaissant de vous asseoir et de profiter de ces deux paroles qui vont suivre, ces trois paroles, avec Julie Batilana qui n'est pas là, mais qui a enregistré une vidéo. On va se tourner vers les prochains défis avec un homme que vous connaissez tous, Claude Alfandéry, et puis avec un député qui est à la manœuvre en ce moment, Gérard Lezoll. Avant ça, pour poser ces débats sur ces prochains défis, et on va vous écouter très attentivement, évidemment. Julie Batilana, prof à Harvard, a enregistré un petit message à votre attention. On va l'écouter. Chers collègues, chers amis, je regrette de ne pas pouvoir être physiquement présente à vos côtés aujourd'hui, mais je me réjouis de pouvoir vous rejoindre pour parler de l'enjeu clé qu'est la mesure de l'impact social et environnemental des entreprises et de sa place dans la transformation nécessaire du capitalisme. La crise multidimensionnelle à laquelle nous faisons face nous impose de réformer nos systèmes pour réduire les inégalités et sauver notre planète. Pour ce faire, il nous faut notamment changer le mode de fonctionnement des entreprises, qui doivent opérer une transition majeure, à savoir le passage d'un modèle principalement centré sur la maximisation du profit à un modèle qui prend aussi en compte l'impact social et environnemental des entreprises. Il s'agit là d'un changement divergent qui est en rupture avec les normes dominantes héritées du siècle précédent. Malgré les défis associés à la mise en œuvre d'un tel changement, j'aimerais aujourd'hui mettre l'accent sur 3 points qui me poussent à penser que cette transition nécessaire est possible. Le premier point est lié aux conditions actuelles, qui sont, je crois, propices au changement. Le second point concerne le rôle clé de la mesure d'impact pour changer les règles du jeu et inciter les entreprises à la transition. Et enfin, le troisième point porte sur l'importance pour nous toutes et nous tous de travailler ensemble, au-delà des clivages politiques, pour assurer cette transition. Commençons par le contexte actuel, qui est plus propice au changement qu'au cours des dernières décennies. En effet, la prise de conscience du besoin de changement est de plus en plus répandue, en France, en Europe et à l'échelle internationale. Pour preuve, à l'université d'Harvard, où j'enseigne et je mène mes recherches aux États-Unis, les contenus des enseignements autour de l'entreprise et de son rôle dans la société ont considérablement évolué au cours des dernières années. Comme je sais qu'ils ont considérablement évolué dans les universités et les écoles de commerce en France et en Europe. Les étudiants appartiennent à une nouvelle génération qui demande aux entreprises de s'engager non pas seulement à générer des profits, mais aussi à avoir un impact social et environnemental positif. Les entreprises le savent. Elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à embrasser la rhétorique de la responsabilité sociétale des entreprises. Mais le discours ne suffit pas. Les travaux de recherche révèlent l'écart encore trop souvent abyssal entre le discours et l'action des entreprises. Changer les pratiques à l'intérieur des entreprises reste donc difficile. Pourquoi ? Parce que les règles du jeu n'ont pas changé, ou en tout cas trop peu. Les entreprises sont encore prises en étau entre les exigences de rentabilité financière qui restent très souvent dominantes dans leur industrie et la nécessité de faire évoluer leur modèle pour prendre aussi en compte l'impact social et environnemental. Pour permettre aux entreprises d'effectuer cette transition, il faut changer le cadre institutionnel, c'est-à-dire les règles du jeu qui encadrent le comportement des organisations. Cela m'amène au second point sur lequel j'aimerais mettre l'accent, celui du rôle clé de la mesure de l'impact social et environnemental dans le changement des règles du jeu pour les entreprises. La France et l'Europe ont et continuent de jouer un rôle pionnier en la matière. J'en veux pour preuve le passage de la loi Pacte en France et la nouvelle directive européenne sur le reporting extra-financier. Dans ce contexte, le chantier déterminant aujourd'hui est celui de la convergence autour des métriques qui seront utilisées pour la mesure d'impact des entreprises. Ce processus de convergence est complexe. Sa légitimité et son intégrité reposent sur plusieurs conditions. D'abord, le développement des métriques doit s'appuyer sur un vrai débat démocratique de concertation. Notre futur système économique sera en partie façonné par les choix collectifs que nous ferons en matière de mesure d'impact. Le choix d'éliminer ou d'inclure certains indicateurs aura des conséquences importantes sur les comportements, les priorités et les décisions stratégiques des entreprises et donc, in fine, sur nos systèmes économiques et sociaux. Ceci m'amène à la seconde condition qui doit être remplie pour assurer la légitimité et l'intégrité de ce processus de convergence. Comme vous toutes et vous tous,
je constate l'intérêt croissant et ô combien nécessaire pour les questions environnementales. Et je m'en réjouis. Dans ce contexte, il est important que nous ne laissions pas la dimension sociale de l'impact des entreprises de côté. Les enjeux concernant la diversité, l'équité et l'inclusion prennent de l'ampleur. C'est une excellente nouvelle. Cependant, il faut aussi prendre en compte le pouvoir des salariés dans les entreprises. C'est une des conclusions principales des travaux que j'ai entrepris avec Isabelle Ferreras, Dominique Méda et un réseau de femmes chercheuses à l'international. Nous avons souligné dans notre ouvrage collectif, le Manifeste Travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer, l'importance de démocratiser l'entreprise, démarchandiser le travail et dépolluer l'économie pour assurer une transition juste. Enfin, une autre condition devra être remplie pour assurer la légitimité et l'intégrité du processus de convergence. Une fois les métriques de mesure d'impact développées, il faudra adopter un système qui nous permettra de faire évoluer ces métriques afin qu'elles puissent suivre l'évolution du monde contemporain. Au fur et à mesure que des avancées scientifiques et sociales révéleront de nouvelles considérations, il faudra périodiquement mettre à jour ces métriques. Ne nous y trompons pas, l'adoption de métriques de mesure d'impact n'est qu'une première étape dans le changement du modèle des entreprises. Encore faudra-t-il ensuite que ces dernières prennent en compte les considérations sociales et environnementales dans leurs décisions stratégiques. Pour ce faire, les pouvoirs publics devront mettre en œuvre de vraies politiques d'incitation et d'accompagnement, aussi bien pour les grandes entreprises que pour les PME, qui auront besoin de soutien dans cette phase de transition. Un processus de convergence réussi pourrait ouvrir la porte à d'autres mesures prometteuses pour récompenser les entreprises qui ont un impact positif sur la société et la planète. Le système d'imposition des entreprises pourrait, par exemple, évoluer de manière à prendre en compte leur impact social et environnemental. J'en viens maintenant au troisième et dernier point que je voudrais souligner aujourd'hui, à savoir l'importance pour nous toutes et tous de travailler ensemble au-delà des clivages politiques pour assurer cette transition. Les changements dont nous discutons sont majeurs et nécessitent un engagement collectif. Ma recherche met en évidence 3 actions indispensables à de tels efforts collectifs de changement: l'agitation, l'innovation et l'orchestration. La crise multidimensionnelle que nous traversons nourrit aujourd'hui l'agitation. Mais cette agitation ne suffit pas. L'innovation est elle aussi essentielle, aussi bien à l'intérieur des organisations qu'en matière de politique publique. Vous êtes nombreuses et nombreux à innover. Je pense notamment à la contribution centrale des acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui est depuis des décennies un formidable laboratoire d'expérimentation de modèles alternatifs d'organisation. L'enjeu est maintenant d'orchestrer la mise en œuvre de ces innovations à grande échelle. Au moment où cet effort d'orchestration est essentiel, il faut à tout prix éviter l'écueil de la polarisation politique. Un écueil que les États-Unis, par exemple, n'ont pas pu éviter. En effet, comme vous le savez, certaines forces politiques se sont emparées du débat sur la mesure d'impact pour empêcher la mise en œuvre du changement. Or, la réforme du modèle de l'entreprise est tout sauf un enjeu partisan. C'est un impératif de préservation de la planète et du bien-être des humains sur cette planète qui doit mobiliser tous les partis au-delà des clivages politiques. Concrètement, l'orchestration nécessite la création d'espaces intersectoriels où les acteurs publics et privés peuvent se réunir et développer un langage commun pour faire avancer ensemble les débats sur les lois et les outils à adopter. Je termine donc en soulignant l'importance de ce sommet de la mesure d'impact qui favorise l'orchestration. Et je remercie l'Impact Tank de nous rassembler à cette occasion pour accélérer la transition vers une économie et une société plus juste et plus démocratique dans le respect des limites de la planète. Merci à toutes et à tous. Je prends le parti de me tourner vers vous, Monsieur Alfandéry. Tout le monde vous connaît. Je vais rappeler votre âge parce que, après 100 ans, on a le droit de parler de l'âge de quelqu'un. Voilà. Vous avez soufflé vos 100 bougies en novembre dernier. Et quelle vie derrière vous, et une vie qui est très largement consacrée à l'économie sociale et solidaire. Vous avez pris le maquis il y a 80 ans. Personne n'était né dans cette salle quand vous avez pris le maquis. Vous étiez lieutenant-colonel à 20 ans. Et puis, vous avez fait partie de la 2e promotion de l'ENA. Vous êtes devenu un banquier social.
Vous militiez d'abord au Parti communiste et vous avez fait de ce combat votre vie jusqu'à aujourd'hui, où vous venez témoigner sous les dorures de la République. C'est quelque chose de fort. Les prochains défis, quels sont-ils pour vous? Vous avez entendu ce qui s'est dit sur cette scène juste avant que vous arriviez. Il y avait un mélange d'inquiétude et en même temps beaucoup de volonté. Comment vous voyez la suite? Bon, d'abord, je veux dire que je suis très impressionné d'être... Mettez votre micro, on a tous envie de vous entendre, jusqu'au fond de la salle. Voilà, devant votre bouche. Impressionné par cette réunion. Je trouve que c'est magnifique d'avoir organisé une réunion sur ce sujet central, enfin, dans cette maison tout à fait rénovée, avec, j'ai vu tout à l'heure, de grands industriels. Je suis à côté d'un député que je connais depuis très longtemps pour son action solidaire et sociale. Vous me demandez quels sont les défis. Moi, je suis tenté de vous dire que le défi essentiel, c'est le défi de la coopération. C'est très compliqué, la coopération. On est toujours tenté de donner tort à son voisin, de défendre ses intérêts. C'est toujours très difficile aussi d'accepter la différence, je dirais même d'accepter l'ambivalence, de se trouver devant des gens qui ne sont ni tout à fait bons ni tout à fait mauvais. Et je pense que ceci s'apprend, et s'apprend sur le terrain. Et je dois dire que j'ai eu en quelque sorte la chance, dans les malheurs de notre pays, et après l'effondrement, enfin, de 1940, et comme vous aviez l'indiscrétion de le rappeler, j'avais 17 ans à ce moment-là. Comment résister au désastre? Au début, c'était très désorganisé, très dispersé. C'était à la fois très sympathique, très touchant, très plein de valeurs, mais ça n'avait pas vraiment d'impact, puisque c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Et les choses ont changé. Les choses ont changé avec les maquis. Parce que finalement, les gens qui venaient dans les maquis, ce n'étaient pas des résistants. C'était simplement des gens qui ne voulaient pas aller travailler en Allemagne. Pour ne pas aller travailler en Allemagne, il fallait trouver le moyen de se cacher. Et se cacher, c'était pas facile. Et il y avait quelques maquis ici et là, dans la Drôme que Jean Moulin m'avait confié. Il y avait déjà quelques maquis. Mais il n'y avait aucune coopération entre eux. Et la coopération dans la résistance, ça n'existait pas. C'était des coups individuels et particuliers. Et voilà que des gens arrivent dans des maquis, il faut les organiser, ces maquis. Il faut les sécuriser. Il faut aussi les ravitailler. Et puis ce sont des gens qui arrivent et qui viennent d'un peu partout, qui ne se connaissent pas, et qui n'ont jamais cessé de travailler. Travailleurs de l'industrie, de l'agriculture ou étudiants, ils avaient toujours travaillé. Et donc ils arrivent, il faut qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à se parler, qu'ils apprennent à discuter, et que petit à petit, ils sachent pourquoi ils sont là, pas simplement pour se cacher, pas simplement pour sauvegarder leur propre personne, mais pour se sauvegarder collectivement. Et voilà, j'ai lâché le mot, se sauvegarder collectivement, c'est la voie vers quelque chose de nouveau, vers pas simplement une sauvegarde, mais une dynamique. Chercher plus, aller plus loin. Et donc voilà où
où j'ai appris un peu ce qui me semble être au centre de ce modèle économique dont nous voyons bien qu'il faut le changer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde, en tout cas certainement personne dans cette salle, mais pas grand monde dans ce pays qui pense au contraire. Enfin, il y a trop de problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Bien sûr, ces problèmes qui sont montés depuis 30 ans, depuis 50 ans, d'empreinte écologique et les risques que nous courons de ce côté-là. Puis les autres problèmes qui sont nés, disons, d'un manque de coopération. Je dirais que après ce qu'on appelle volontiers les 30 glorieuses, sur les grands thèmes du Conseil national de la résistance, et qui étaient, dont les deux défis principaux étaient le défi de la productivité du travail et le défi de l'action sociale. Et finalement, qu'est-ce que c'est que d'extraordinaire que ce Conseil national de la résistance? C'est d'abord la réunion de tous ceux qui l'ont élaboré, et pas simplement les têtes pensantes qui l'ont écrit, mais précisément les gens qui, dans les maquis, ont commencé à parler de tout ça, à discuter de tout ça. Mais c'est aussi la coopération, le lien nouveau entre, disons, l'économique et le social. Le défi de produire plus parce qu'il fallait bien répondre à des besoins essentiels et aussi aux destructions de la guerre. Et le bien-être social, parce que c'était une situation dramatique. Enfin, on oublie qu'il a fallu 5 ans pour arrêter les cartes d'alimentation. Enfin, les gens continuaient à mal manger. Donc, il y avait donc ces deux défis qui ont réussi à s'unir pendant 30 ans avec des avancées sociales qui n'ont pas été, dont on peut penser qu'elles étaient insuffisantes, qu'elles ont été souvent hésitantes et incertaines. Si on pense par exemple au destin des femmes, si on pense au destin des peuples colonisés, il y a eu des tas de choses qui ont manqué, mais des avancées sociales. Et puis tout de même, à mon avis, un basculement à la charnière des années 70 et 80, un basculement par une sorte d'emballement. Le défi passait de la productivité à la compétitivité. Il fallait être plus grand, il fallait être plus fort, il fallait être plus riche. C'était vrai pour les entreprises, c'était vrai pour les États, c'était vrai pour les régions. L'économie des années, des 40 dernières années, c'est une économie essentiellement sur le défi de la compétitivité. Et je pense que c'est là que, de nouveau, les citoyens ont eu leur rôle. Et je pense que tout au long de ces années, des initiatives multiples se sont efforcées de lier l'économique et le social, bien entendu, mais aussi l'écologique, puisque montaient les menaces, les périls écologiques. Et donc, les entreprises qui sont nées à ce moment-là sont nées de cette volonté de coopération entre des thèmes qui avaient pu paraître antinomiques.
remplacer l'antinomie par la coopération. À mon avis, c'était là le défi essentiel. J'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu à ce moment-là, le gouvernement Rocard m'a demandé de prendre a fait le premier corpus législatif et réglementaire sur la façon de travailler dans ce sens de l'économie solidaire. Donc, il y avait... Excusez-moi, mais... j'avais cette chance-là, parce qu'au sein du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, il y avait tous les réseaux d'entreprises solidaires, d'associations solidaires, d'économie sociale, de mutuelles, de fondations. Donc j'étais en contact permanent avec des gens qui eux-mêmes représentaient ces entreprises. J'ai eu cette chance, mais j'ai eu une deuxième chance, c'est que la Caisse des dépôts, son directeur général, Robert Liour, m'a demandé de présider une association qui est née à ce moment-là de la coopération des mutuelles, des coopératives, des fondations et du milieu associatif et de la Caisse des dépôts pour aider et accompagner les citoyens qui créaient des entreprises de ce genre, qui étaient quelquefois des petites entreprises, qui étaient quelquefois des entreprises un peu plus importantes. Et la Caisse des dépôts, en me demandant de prendre un ancien banquier, la présidence de cette petite association qui, entre parenthèses, avait 4 personnes, 4 employés à ce moment-là. Elle en a un peu plus de 1000 aujourd'hui, plus les 2 ou 3 000 bénévoles. Donc ça veut dire que ça s'est installé dans le paysage grâce, il faut bien le dire, au crédit mutuel, au crédit coopératif que nous avons vu tout à l'heure, etc. Donc j'ai eu la chance, grâce à ça, de voir sur le terrain, d'aller visiter au début des centaines, ensuite des milliers d'entreprises qui se sont créées avec comme défi essentiel d'être des entreprises économiquement viables et socialement utiles. Donc vous êtes optimiste, voilà. Encore. J'ai honte de vous interrompre, mais il faut que Gérard Lezoll parle aussi. L'analogie avec l'esprit de la résistance... Je peux me taire et écouter Claude. On l'écouterait pendant des heures, mais la présidente de l'Assemblée nationale arrive à 19h, donc on a une deadline. Comment on retrouve cet esprit de la résistance dont parlait Claude Alfandéry à l'instant? Il disait, dans le fond, à l'époque, on s'est retrouvé obligé de réfléchir, obligé de changer le monde, obligé de le réinventer. Est-ce que, par exemple, le défi climatique devrait nous forcer à ce que toutes les bonnes volontés travaillent ensemble? Vous présidez le groupe d'études ESS et RSE à l'Assemblée nationale. Vous venez de commencer vos travaux. Alors, comment viennent les grands changements? Comment viennent les grandes transformations? Il me semble que ça ne vient pas sans un travail de fond qui est essentiel, mais le travail de fond généralement ne suffit pas. Il faut telle personnalité, tel événement, le déclencheur, le facilitateur. Je trouve que c'est très important. Bon, alors, pendant la résistance, c'était évident. Si je puis me permettre, Claude, il faut un travail de fond, mais il faut un travail d'obstination. La première fois que j'ai rencontré Claude, il y a plus de 30 ans, je crois que tu dirigeais encore la BIMP. Et il y avait effectivement toute la création du monde de l'insertion par l'activité économique. Et ce qui fait sans doute le charme, et moi j'ai eu la chance de rencontrer le monde de l'économie sociale, j'ai eu la chance de rencontrer Claude et d'autres amis qui sont des
des pionniers, des fondateurs, des piliers, parce que finalement l'économie sociale remonte quand même au 19e, donc il y a eu des pionniers avant nous, il y a eu des pionniers avant Claude, et en même temps, pourquoi je dis que j'ai eu la chance de rencontrer l'économie sociale, exactement pour reprendre les mots de Claude, parce que finalement, économie sociale n'est pas un oxymore, mais est bien une réconciliation, on va dire, politique. Sans être trop long, mais moi, j'avais un petit parcours dans le monde politique, un petit parcours dans l'entreprise, et j'ai rencontré un peu par hasard, par militantisme, le monde de l'économie sociale. J'ai présidé une association d'insertion, et puis progressivement, j'ai été très militant dans le monde coopératif, et je suis très sensible à ce que Claude a dit tout à l'heure sur la coopération, parce que c'est un élément fondamental du vivre ensemble. Coopérer, travailler ensemble, vivre ensemble est absolument fondamental dans nos sociétés. Et donc, un peu par hasard, professionnellement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le monde de l'économie sociale, et j'ai pu réconcilier, si je puis dire, un militantisme humaniste avec les réalités, les contraintes de l'entreprise. Et Claude l'a dit en rappelant le Conseil national de la résistance, combien finalement l'économie sociale et solidaire était fille de la détresse, fille de la pauvreté, fille de la misère. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, c'est dans les crises que l'on ressent l'impérieuse nécessité de coopérer. Quand tout va bien, malheureusement, on oublie de coopérer. On reprend de vieux réflexes un peu isolationnistes, un peu égoïstes. Et donc, bien évidemment, dans les périodes de crise, oui, c'est une évidence. Aujourd'hui, on l'a vu avec la crise financière de 2008, on l'a vu avec la crise Covid et la crise énergétique, que la question de l'entraide, la question de la solidarité et la question de la justice se reposent de manière extrêmement forte et extrêmement cruciale. On voit bien aujourd'hui, y compris dans ce débat qui se passe à quelques mètres d'ici sur la question des retraites, il y a la question de la justice, il y a la question effectivement du partage de la valeur, on en parlait tout à l'heure à la table ronde, le partage de la valeur créée par l'entreprise, mais aussi des fruits de l'entreprise et des fruits des efforts. Donc l'économie sociale, c'est effectivement un petit peu cette tentative de réconciliation. Alors il se trouve que je préside, Claude, depuis quelques semaines. Maintenant, je co-préside avec une députée de la majorité. Moi, je suis un député socialiste. Et nous co-présidons tous les deux le groupe RSE et économie sociale. Ou économie sociale et RSE. Très honnêtement, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, parce que je n'aurais jamais associé ces deux si beaux concepts dans un seul groupe de travail. Pourquoi? Parce que ça va nous demander le double de boulot. Parce que c'est à la fois deux sujets très distincts, l'économie sociale ancrée dans le 19e, à travers des statuts juridiques, à travers la loi de juillet 2014 sur laquelle Claude a aussi travaillé avec ses extensions, et puis la RSE, qui est un concept finalement plus moderne, plus récent, milieu du 20e, et qui concerne finalement toutes les entreprises, avec les questions qui ont été évoquées tout à l'heure, à juste raison, de l'évaluation, des mesures d'impact, etc., pour éviter simplement le déclaratif. C'est une évidence. Mais finalement, c'est quand même deux réalités différentes. Alors, l'intitulé même, d'ailleurs, de cette table ronde, économie sociale et responsable, était un peu un piège, et en même temps une tentative peut-être de réconciliation déjà dans le même intitulé de la RSE et de l'économie sociale. Donc j'ai voulu y voir une petite malice de votre part. Et donc tout cela pour vous dire qu'au sein du groupe de travail, il y a aujourd'hui un peu plus d'une trentaine de députés qui sont inscrits de toutes les formations politiques. Nous aurons bien évidemment à travailler des deux sujets, et puis, un peu comme vous le suggérez, des porosités qui peuvent exister entre les deux sujets, parce qu'il y a beaucoup de porosités. Elles ne sont pas nécessairement majeures, elles ne sont pas nécessairement évidentes, mais il est évident qu'on peut en même temps penser à des transferts de statut. On peut penser bien évidemment à de l'hybridation capitalistique entre le monde de l'économie sociale et le monde capitaliste. On peut bien sûr penser à l'ensemble des indicateurs. Et ayant été le papa du bilan sociétal il y a bien longtemps, je sais combien cette question des indicateurs est à la fois riche de conflit est riche de rapprochement entre les entreprises. Et puis, il y a bien évidemment une question fondamentale
de mon point de vue, même si elle peut apparaître mineure, mais elle est très importante, c'est la question de la sous-traitance. On a beaucoup de liens finalement commerciaux entre les entreprises de l'économie sociale et des entreprises capitalistes classiques, et qui veulent avoir une démarche intelligente de responsabilité sociétale, sociale, environnementale et de gouvernance. Et bien évidemment, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, mais il se trouve que j'ai été directeur RSE du groupe Crédit Mutuel, et je disais souvent, les entreprises ont tendance à externaliser les emmerdements. Voilà. Donc quand on a une contrainte, eh bien, on essaye de la faire reposer sur d'autres, hein, c'est assez naturel, même si ce n'est pas très élégant. Et donc il y a évidemment toute cette chaîne de construction de valeur liée à la sous-traitance, pour laquelle finalement une contrainte qui est apposée ou qui est fixée à une entreprise de 500 ou de 5000 salariés, comme ça a été au départ pour la loi NRE, eh bien finalement, à un moment donné, elle a un impact si fort sur le tissu des PME et des TPE. Donc il y a, nonobstant ce que je pensais au départ de la coprésidence du groupe, il y a malice, mais en même temps porosité entre l'ensemble de ces concepts. Et donc j'accepte bien volontiers de coprésider ce groupe. Alors je dois dire tout simplement que moi je suis, nonobstant mon âge, mais un jeune élu. J'ai été élu dans le cadre d'une partielle il y a 3 ans. Et pendant 3 ans, je ne me suis plus occupé d'économie sociale. Ça peut paraître surprenant à Claude, parce que ça a été ma vie pendant 30 ans. Mais il se trouve que j'avais un collègue de mon groupe politique qui siégeait au groupe d'études économie sociale, donc je n'y ai pas mis les pieds. Et il se trouve que là, voilà, je me retrouve un peu au front de nouveau, mais avec un immense plaisir, tellement je considère qu'à la fois la RSE et l'économie sociale sont des modes à la fois d'organisation, d'entreprendre, ou tout simplement des voies différentes d'entreprendre de manière capitaliste pour les entreprises qui mettent en œuvre la RSE. Vous voyez, je suis pratiquement aussi bavard que Claude. Mais oui. Vous essayez de m'interrompre. Je vous interromps, j'en ai honte, bien entendu. Parce que, ça y est, on a déjà dépassé le chronomètre, mais j'ai quand même envie de vous poser 2 questions avec, bien sûr, avec des réponses très brèves. Allez-y. Est-ce que ça peut transcender les clivages politiques, puisque dans le fond, c'est... Oui, je crois qu'il faudra venir à ça, mais tout de même, un mot à propos des maquis et de la résistance. Il y a eu un problème, alors là, un problème grave, c'est le rapport avec les agriculteurs. 10 000 personnes dans les maquis de la Drôme, ça posait un problème de ravitaillement formidable. Et les agriculteurs étaient dans l'ensemble extraordinairement décidés à aider. Mais il y avait une chose sur laquelle il y a eu un débat terrible au sein des maquis, c'est les truffes. Vous savez que la Drôme est un grand producteur de truffes. Et les truffes, c'était très important pour nous, pas pour manger des truffes, mais parce que pour pouvoir avoir du lait condensé en Suisse, les Suisses n'acceptaient de le livrer que si on leur donnait des truffes. Et les agriculteurs, ils ne voulaient pas livrer leurs truffes. Ils ne voulaient pas livrer leurs truffes parce qu'ils pensaient que c'était ça qui leur permettrait de célébrer la libération. Eh bien, faire comprendre que ce n'étaient pas des traîtres. Il y avait certains qui disaient qu'il faut les fusiller s'ils ne livrent pas leurs truffes. Arriver à trouver je ne dirais pas le compromis, c'est pas un compromis, mais la voie ouverte vers une entente avec les agriculteurs sans qu'ils livrent leurs truffes, c'était un des problèmes qui ressemble terriblement au problème dont on parlait tout à l'heure à la précédente table ronde. Comment faire que ces obligations écologiques ne soient pas contraires à la bonne marche d'une affaire. Il faut constamment trouver la voie ouverte vers une coopération dynamique et valable. Alors, c'est très intéressant. Voilà. Ces analogies, grâce à Claude Alfandéry, on a des images de l'histoire qui remontent et avec lesquelles on peut trouver une forme d'écho. Alors là, aujourd'hui, ce n'est pas des agriculteurs, ce n'est pas des histoires de truffes, mais comment on fait pour mettre tout le monde d'accord politiquement, socialement aussi, sur les enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Et ce sera le mot de la fin. Écoutez, il n'y a pas de recette miracle, hein, sinon il n'y aurait qu'une seule formation politique. Donc il y a des différentes approches. Moi, je reprendrai simplement un mot qui a été pris ce matin, je crois, ou hier, par le gouverneur de la Banque de France,
qui appelait finalement à une fiscalité juste. Nous avons besoin, à travers le dialogue, de trouver la justice, de trouver la justesse, de trouver la modération, de trouver la coopération. Et c'est donc par le dialogue, après on n'est pas obligé d'être d'accord, mais à un moment donné, on passe des compromis, ou parfois c'est le moins mauvais compromis qui passe. Donc je pense qu'un groupe comme celui que je co-préside, Économie sociale et RSE, est un groupe qui peut tout à fait créer du consensus, pour une raison simple, c'est que quel que soit le mode d'entreprendre, on a besoin de trouver du dialogue interne à l'entreprise, on a besoin de créer du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, ça a été évoqué tout à l'heure, et il n'y a rien de mieux que les entreprises de l'économie sociale qui, en leur sein, ont cette culture fondamentale du dialogue. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'un côté des salariés, mais il y a un conseil d'administration qui représente soit des consommateurs, soit les clients, soit les producteurs eux-mêmes, et donc c'est cette culture du dialogue et de l'échange qui finalement peut être vertueuse. Voilà, donc il n'y a pas de recette miracle, mais il faut un petit peu de vertu, un peu d'obstination, et c'est une course de fond, comme dirait Claude. Et de l'optimisme, c'est la leçon que vous nous donnez, Claude Alphand. Mais le mot de la fin, bien sûr, il vous revient, bien sûr. Je veux dire un petit mot, parce que je crois qu'il faut apprendre à discuter, mais tout ça n'est pas facile, il faut un accompagnement. Et l'accompagnement, ça coûte quelquefois très cher. Et il ne faut pas que les grands programmes d'investissement qui sont sur la table et qui vont nous coûter très cher et qui sont pour une grande part technologiques, mais ils ne sont pas simplement technologiques, il y a aussi à apprendre à s'en servir. Et je voudrais qu'on n'oublie pas, chaque fois qu'il y a des milliards d'investissements, à y ajouter quelques millions pour accompagner les gens qui le font. Moi, je l'avais déjà demandé à Rocard-Juppé pour les investissements d'avenir. Jean-Marc s'en rappelle sûrement. Et finalement, on avait obtenu quelques millions. C'est essentiel. Il faut savoir accompagner ceux qui apprennent. C'est un apprentissage long qui n'a pas un retour d'investissement immédiat. Ce sont des capitaux à la fois patients et d'intérêt modéré. Donc, il faut les aider. Et donc, c'est un appel que je fais. Il est entendu. Merci infiniment à tous les deux. Je vais vous laisser regagner votre siège. C'est déjà fini. C'est trop vite fini. Mais dans une dizaine de minutes, la présidente de l'Assemblée sera là. Et Pierre Victoria va prendre la suite pour parler du rapport de la plateforme RSE en exclusivité. Pierre Victoria, je vous en prie, vous pouvez nous livrer cette plateforme RSE en exclusivité. Bien, bon